Discussions de haut niveau se tiennent en prélude aux assises de la COP26 prévues en novembre prochain à Glasgow en Écosse. Je suis convaincu que le nouveau programme visant à accélérer l'adaptation en Afrique, lancé par la Banque africaine de développement, en coordination avec l'AAI et la CMA, est si important. Notre objectif est de mobiliser 25 milliards de dollars US entre 2021 et 2025 pour l'adaptation en Afrique. Face à l'urgence de la pandémie du Covid-19, Ali Bongo Ondimba et l'ensemble des hauts dirigeants présents à cette rencontre se sont attelés à élaborer un nouveau programme pour accélérer l'adaptation de l'Afrique au changement climatique et aux nouveaux défis économiques. L'Afrique appelle les nations développées à faire preuve de leur responsabilité historique et à rejoindre le programme visant à accélérer l'adaptation en Afrique. Nous appelons toutes les nations à s'unir pour faire de la COP15 à Kunming et de la COP26 à Glasgow les succès dont les futures générations ont tant besoin. Rappelons que ce dialogue de haut niveau précède un autre forum important sur le changement climatique le 22 avril prochain, à l'occasion de la Journée de la Terre, avant la COP27 qui devrait se tenir sur le continent africain en 2022. Et puis ce matin à Libreville s'est tenu un conseil interministériel par visioconférence axé sur le plan d'accélération de la transformation. Rose Cristiano Soukara Ponda, le chef de gouvernement, a rappelé à son équipe l'importance d'intensifier l'amélioration de la gouvernance publique et la politique de riposte contre la Covid-19. Parlons de politique, toujours au Gabon, en annonçant ce week-end son retour au Parti démocratique gabonais qu'il avait pourtant quitté en 2016. L'actuel président du Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo Obiang, explique qu'il s'agit de protéger l'héritage du défunt président Omar Bongo Ondimba. Est-ce un choix de raison ou une démarche motivée par des intérêts personnels? Voici l'analyse de la rédaction. Optant pour la fusion avec le PDG, les militants de démocratie nouvelle ne renoncent nullement à leur patriotisme et à leur amour pour le Gabon. Nous sommes simplement animés par la volonté de nous rassembler autour du président Ali Bongo Ondimba pour le soutenir et l'accompagner dans sa mission. C'est donc un appel à ses anciens camarades de l'opposition, surtout ceux qui, comme lui, avaient quitté le PDG dans la foulée de la présidentielle en 2016. Après avoir navigué à vue dans l'opposition, du moins ce qu'il en reste encore, René Ndemezo Obiang, fils spirituel d'Omar Bongo Ondimba, d'y avoir fait le choix de la raison, celui de la sauvegarde des idéaux du Parti démocratique gabonais, héritage laissé par l'ancien président de la République qui aura marqué pendant 41 ans l'histoire politique du Gabon. À travers ce retour de l'enfant prodige, René Ndemezo Obiang, qui entraîne avec lui d'autres personnalités, c'est le PDG qui sort renforcé et l'opposition fissurée. À quelques 2 ans de la présidentielle de 2023, cette décision reste diversement appréciée, selon qu'on soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, aujourd'hui déstructurée par ses propres querelles internes. Certains vont jusqu'à voir dans cette sortie un choix motivé par des intérêts personnels d'un homme à la recherche de postes. Mais qu'importe, la politique est avant tout une affaire de positionnement avec des décisions parfois incompréhensibles. Pour l'avoir compris, en ramenant ses bagages et ses soutiens au Parti démocratique gabonais, René Ndemezo Obiang estime avoir fait son choix. Car il s'agit avant tout pour lui de revenir à la maison qui a forgé la personnalité politique qu'il est devenu. Son appel sera-t-il entendu par les autres restés de l'autre côté du fleuve? À qui le tour? L'horizon 2023 se précise. Économie à présent, afin de booster les investissements dans le pays, l'Agence nationale de promotion des investissements tient désormais son plan d'action intitulé ANPI Prospérité 2023, une réflexion stratégique qui s'inscrit dans un contexte de crise mondiale due à la pandémie de la Covid-19. Modeste Com et Alban Bomba. La crise de la Covid-19 a frappé durement de nombreux secteurs et par ricochet les investisseurs. Face aux conséquences économiques de la crise, le gouvernement gabonais a adopté son plan de riposte, lequel est porté par le plan d'accélération de la transformation. À partir de ce moment, il y a lieu de se poser la question de savoir comment l'Agence nationale
de la promotion des investissements va se positionner et opérer dans le nouveau dispositif d'attraction des investisseurs mis en place par le gouvernement dans le cadre de la programmation 2021-2023 des politiques publiques afin que cela ait un impact significatif et plus concret sur l'économie gabonaise. La réponse réside dans la stratégie d'action ANPI Prospérité de 2023 qui repose sur un triptyque, notamment la prospérité économique, en faisant de l'agence le levier de l'accélération de la transformation économique du Gabon, la prospérité sociale en mobilisant des ressources et des compétences pour faire de l'agence un cadre de développement et enfin la prospérité financière qui devra la considérer comme le seul moyen de consolidation des ressources afin de conduire l'agence vers son équilibre structurel. Vu l'enjeu que tient la relance de l'économie du pays en ces temps de crise, le déploiement efficace de la stratégie d'action ANPI Prospérité de 2023 est étroitement lié à la disponibilité des ressources ainsi que la participation de toutes les administrations impliquées dans la prise en charge des investisseurs. L'Organisation mondiale de la santé vient de renforcer les stocks du COPIL à travers une dotation de 2 tonnes de matériel biomédical et respiratoire réceptionné par l'Office pharmaceutique national ce 6 avril. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le compte rendu. Ces lots sont essentiellement composés de matériel médical, à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui accompagne le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. L'OMS vient de remettre au comité de pilotage un lot de matériel qui est composé de matériel biomédical, les oxymètres, les concentrateurs d'oxygène et les respirateurs, les ventilateurs. Et un deuxième lot qui est constitué d'équipements de protection personnelle, les blouses de protection, les masques, les gants. Le coordinateur technique du COPIL rassure sur la bonne gestion de ce matériel qui vient renforcer les stocks actuels. Oui, absolument. On a toujours tenu compte de l'intérieur du pays puisque la riposte elle est globale, elle est nationale. Donc au fur et à mesure que nous avions des équipements sophistiqués, donc nous essayons donc les déployer. Malgré la présence du vaccin, le représentant de l'OMS insiste sur le respect des gestes barrières. Il y a un peu de lumière au bout du tunnel avec la vaccination, mais nous devons continuer à redoubler d'efforts pour pouvoir lutter contre la maladie dans toutes ces dimensions de la riposte et aussi à demander à tout le monde de continuer à respecter les mesures barrières. Ce sont donc au total 2 tonnes de matériel médical estimé à 160 millions de francs CFA qui ont été réceptionnés à l'Office pharmaceutique national. Ils seront, selon les autorités, équitablement redistribués dans les centres retenus par le COPIL. De la santé au sport, il n'y a qu'un pas que nous franchissons maintenant pour le bien-être de l'organisme. Il est recommandé de pratiquer du sport au moins plusieurs fois par semaine ou dans le mois. Mais combien de personnes accordent de l'importance à l'activité physique? Avez-vous tort ou non de ne pas pratiquer une activité sportive? Tentative de réponse dans cet élément de Sabrina Koundi-Panda et Adam Chiki. Le sport, dit-on, est un facteur efficace de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Comme vous pouvez le constater, les mouvements exécutés à répétition au cours de cette séance ne sont pas à négliger car ils ont un impact positif sur le corps. Le sport permet d'éviter les maladies chroniques telles que l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Même lorsqu'on est malade, il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'ils sont diabétiques, lorsqu'ils sont tensionnaires, ils ne doivent pas avoir d'activité physique, mais au contraire, ils sont en train de tuer leur corps. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Outil formidable de prévention contre les maladies souvent liées à l'âge, l'activité physique peut repousser l'apparition de nombreux signes du vieillissement, tout en contribuant à la diminution des blessures osseuses, améliorant ainsi la longévité. Lorsqu'on pratique une activité physique, en fait, il y a tout un travail hormonal aussi qui est mis en place. Et l'un des hormones qui est vraiment activé pendant l'activité physique, c'est aussi la sérotonine déjà, l'hormone du bien-être. Il y a aussi l'hormone qui lutte contre le vieillissement, qui est aussi activée pendant ce temps-là. En complément d'une alimentation saine et équilibrée, le sport participe à une bonne défense immunitaire et au bien-être en général. Voilà, l'alimentation est très importante. Les 2 éléments essentiels dont notre corps a besoin, c'est une très bonne alimentation et avec de l'activité physique régulière. Quoi que l'on dise, l'activité physique reste bénéfique pour l'organisme. L'âge ne devrait pas être un frein à sa pratique,
alors rapprochez-vous simplement d'un spécialiste en santé pour qu'il vous oriente. Selon les spécialistes, 2 à 3 heures de séance par semaine pour les personnes les plus âgées peuvent participer au prolongement de l'espérance de vie de 5 ans. Et cette note éducation, alors que les apprenants de la capitale et ceux de l'intérieur du pays ont repris le chemin de l'école ce mardi après les congés de Pâques, certains établissements d'enseignement secondaire ont démarré ce jour des examens blancs. Comment se déroule-t-il à l'issue du premier quadrimestre? Le constat de Davila Oboula et Adon Cheki. C'est naturellement dans le respect des mesures barrières que se déroule le BPC blanc, brevet d'études du premier cycle dans quelques établissements de la capitale. Contrairement aux années antérieures sans Covid-19, cette année, les élèves n'auront droit qu'à un seul examen préparatoire, comme c'est le cas d'ailleurs au CES Jean-Hilaire Obameyege. Nous avons commencé ce matin par les examens blancs. En ce qui concerne l'organisation, on a respecté les mesures, c'est-à-dire on a mis les enfants en condition d'examen 1 par banc. Quand on était en trimestre, c'est-à-dire quand on faisait 3 trimestres, on pouvait organiser 2 examens. C'est-à-dire après le premier trimestre, on organisait et vers mai, on organisait un autre. Mais là, nous sommes en quadrimestre. Nous n'avons que 2 quadrimestres, donc on a terminé le premier quadrimestre. On a jugé bon de le faire maintenant. Entre passage au double quadrimestre, réduction de 3 jours de cours par semaine pour cette année académique, les apprenants ont-ils finalement eu le temps de se mettre au pas? Ça fait il y a 2 semaines de cela que je me suis apprêté pour l'examen parce que ce n'est pas d'abord une petite chose à faire. Mais pour un élève qui étudie bien ce leçon, ça ne va pas lui causer des difficultés. L'examen d'essai, encore appelé examen blanc, est loin d'être anodin. Il permet d'identifier les acquis et les manquements à ce stade de l'année académique, mais au-delà, il met en condition d'examen les élèves des classes de 3e ou de terminale. Rien à voir avec ce qui précède, les crypto-monnaies désignent à la fois une monnaie numérique et virtuelle dans le sens où elle se caractérise par une absence de support physique. De nombreuses personnes sont de plus en plus charmées par cette monnaie digitale et pourtant attention au malus. C'est le clin d'œil de ce soir, il est signé Modeste Comme. Depuis l'Antiquité, la monnaie est le moyen d'échange principal au centre de l'activité économique. Sa forme n'a cessé d'évoluer au fil du temps, de l'état primitif, c'est-à-dire matières premières, produits agricoles ou artisanaux, à 3 formes communément utilisées. Des pièces métalliques basées sur les métaux précieux, le billet de banque, encore appelé monnaie fiduciaire, et enfin la monnaie de banque, encore appelée monnaie scripturale. Avec l'ère digitale, les échanges commerciaux et financiers ont considérablement évolué, entraînant le système vers des crises sans précédent. Les nouvelles technologies issues de la combinaison de l'Internet et des capacités de calcul des ordinateurs provoquent une formidable mutation des technologies de l'information, de son authentification et de son traitement. C'est donc une monnaie digitale qui se profile. Cette révolution digitale se manifeste de nos jours par l'apparition des crypto-monnaies. Finalement, les crypto-monnaies, elles ont permis d'avoir une innovation, du moins des innovations de rupture, notamment à travers la blockchain. C'est finalement un outil technologique qui amène à énormément de perspectives. Là, on est sur des systèmes de concurrence monétaire et les gouvernements, les États de manière plus large, commencent à se sont penchés sur ces questions-là pour essayer de ne pas louper le coche de cette transformation monétaire. L'ère digitale risque assurément de bouleverser toutes les conceptions qui gravitent autour de la monnaie. À cette vision digitale, certains spécialistes pensent qu'il est illusoire de penser que la diversité des systèmes monétaires et des devises puisse être abolie d'un coup de baguette digitale grâce aux grands ordinateurs et à la mise en place d'un big data monétaire. Idée qui est bien fondée si on suit les problèmes auxquels font face les crypto-monnaies. À partir du moment où on considère que c'est basé sur une technologie, c'est ce qui fait sa force, mais aussi c'est ce qui fait sa faiblesse, parce qu'on peut avoir finalement des actifs relativement nuls, parce que la technologie est soumise à un certain nombre d'aléas
ou éventuellement un certain nombre de bugs ou de failles. Donc ça représente un premier risque. Ensuite, le second risque qu'on peut noter, ça peut être des risques liés à des escroqueries, donc des acteurs malhonnêtes qui vont justement utiliser l'engouement autour de ces nouveaux actifs pour s'adonner à un certain nombre d'escroqueries. À l'heure où certaines de ces monnaies éveillent les appétits et que leurs cours atteignent des sommets, les crypto-monnaies n'ont jamais autant suscité d'intérêt. Une fièvre qui n'échappe pas aux cybercriminels, déjà à pied d'œuvre pour obtenir leur part du gâteau. Alors, investir, c'est bien, mais méfiance. La Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement ont signé récemment un protocole d'accord définissant un cadre de partenariat stratégique pour le cofinancement de la préparation des projets d'infrastructures régionales en partenariat public-privé en Afrique, impliquant au moins un État membre de l'UEMOA. Michel Tseni s'en fait l'écho. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, la Banque africaine de développement s'appuiera sur son fonds spécial du mécanisme de financement de la préparation des projets d'infrastructure du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Pour sa part, la Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement s'appuieront sur une unité régionale de développement des projets en partenariat public-privé. Les deux institutions entendent ainsi coopérer afin d'accroître la disponibilité des projets d'infrastructures régionales viables dans les transports, l'énergie, l'eau et les technologies de l'information et de la communication. Le protocole d'accord conclu pour une période de 5 ans porte sur l'identification, la sélection et la priorisation des projets d'infrastructures régionales envisageables en partenariat public-privé. La réalisation des études de faisabilité ainsi que la structuration et l'appui à la transaction. À cet effet, les deux institutions établiront conjointement une liste de projets pouvant bénéficier d'un cofinancement pour la préparation et s'accorderont sur les composantes du projet à financer, l'encadrement et la supervision des études ainsi que les modalités de décaissement. Au terme du partenariat, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit de l'élaboration d'une liste des projets régionaux susceptibles de faire l'objet d'un développement conjoint sous le modèle PPP. Ce partenariat aidera les deux institutions et les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Politique pour la suite. Avant son élection à la tête du Niger, en pleine campagne électorale, Mohamed Bazoum avait annoncé d'importantes mesures de gouvernance à venir. Un plan qui repose sur 13 800 milliards de francs CFA pour relever l'ensemble des défis auxquels le Niger est confronté. Comment parviendra-t-il? Tentative de réponse dans cet élément de Serge Mihindou sur les écrits de Kenny Ongoré. 13 800 milliards, voici ce qu'il faut au Niger pour se remettre dans le sens d'une marche sûre, certaine mais surtout pérenne, sur la période de 2021 à 2026, donc durant le mandat du nouveau président du pays. Durant sa campagne électorale, le candidat à la présidence l'avait annoncé. Son programme de gouvernance reposait sur plusieurs points. La consolidation des acquis du travail accompli au cours des 2 mandats de son prédécesseur, Mohamedou Issoufou. Ensuite, se fixer de nouveaux objectifs qui vont rythmer son engagement, des engagements qui portent essentiellement sur le renforcement dans de nombreux domaines de gouvernance, que sont la gouvernance sécuritaire, la gouvernance politique, la gouvernance juridique et judiciaire, la gouvernance économique, la gouvernance administrative et la gouvernance locale pour finir. Si les points présentés par le candidat lors de sa campagne ont été bien détaillés, les Nigériens ont surtout retenu les engagements de l'ancien candidat à la présidentielle, aujourd'hui président de la République, dans les secteurs aussi sensibles que sont la sécurité et l'éducation. Partant du plan sécuritaire qui revêt d'un caractère assez spécial dans une région où la menace djihadiste est très importante, le programme de Mohamed Bazoum porte principalement sur le renforcement de l'implantation des forces de défense et de sécurité. Le rehaussement des recrutements, il faudra dans un premier temps renforcer les capacités opérationnelles et de renseignement des forces de défense et de sécurité à travers le renforcement du commandement, l'accroissement des effectifs, l'intensification de la formation, mais surtout avoir les équipements adéquats. Concernant le secteur éducatif, la stratégie du président nigérien repose sur une réforme
curriculaire du système éducatif du préscolaire à l'enseignement supérieur. Investi le 2 avril dernier, le nouveau président de la République du Niger aura fort à faire pour mettre en vigueur cet astucieux plan fixé à 13 800 milliards de francs CFA. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire, on parle d'une équipe resserrée et rajeunie. La composition de gouvernement dirigée par le Premier ministre Patrick Aichi, dévoilée ce mardi, montre qu'Alassane Ouattara a choisi de jouer la carte de la continuité des changements, mais pas aussi important que beaucoup l'attendaient. Écoutons cette intervention. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Aichi, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Voilà, et puis en prévision de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué dans un message rendu public lundi que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a révélé à quel point plusieurs sociétés étaient inégalitaires. Soulignons que les injustices et les inégalités sont devenues plus visibles que jamais au cours de la pandémie. Le chef de l'Organisation des Nations Unies fait remarquer dans son message que la grande majorité des doses de vaccins administrées jusqu'à présent restent confinées à quelques pays riches ou aux pays qui les produisent. À l'intérieur des pays, le nombre de cas de Covid-19 et de décès liés au virus a été plus élevé parmi les populations et les communautés confrontées à la pauvreté, à des conditions de vie ou de travail défavorables, à la discrimination et à l'exclusion sociale. Grâce à l'initiative COVAX, ce mécanisme international soutenu par l'ONU en vue d'assurer un accès équitable aux vaccins à travers le monde, davantage de pays ont pu recevoir des doses. Mais selon Guterres, la plupart des gens qui habitent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires en sont encore réduits à attendre. De telles immoralités sont immorales, mais aussi dangereuses pour nos systèmes de santé, nos économies et nos sociétés, a-t-il martelé. Par ailleurs, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, à ce jour, le mécanisme COVAX a expédié plus de 36 millions de doses dans 86 pays. Toute chose qui devrait permettre notamment d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU d'ici à 2030 et signifiera mettre en place une couverture sanitaire universelle pour que tout le monde puisse prospérer partout à travers le monde. Cette note de sport, la Corée du Nord ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d'infection au coronavirus. L'annonce faite ce mardi par Pyongyang achève donc les espoirs sud-coréens de mettre à profit l'événement pour une relance des pourparlers entre les deux nations. On en parle avec Andy Sonobiang sur les écrits de Lambris Boubala. Le comité olympique nord-coréen a décidé de ne pas participer aux 32e Jeux olympiques afin de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par la Covid-19, a fait savoir le service de communication du ministère des Sports de Pyongyang. La participation de la Corée du Nord, puissance nucléaire isolée du reste du monde aux derniers Jeux d'hiver à Pyongyang, en Corée du Sud, avait été un facteur décisif dans le spectaculaire rapprochement diplomatique intervenu en 2018. Kim Yo-jong, sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un, avait assisté au jeu en tant qu'envoyé de son frère et la participation nord-coréenne avait été entourée d'une grande publicité. Le président sud-coréen Moon Jae-in avait saisi l'opportunité pour entreprendre une médiation entre Pyongyang et Washington qui avait débouché sur un sommet historique entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Un désistement qui a mis un terme aux espoirs de Séoul d'utiliser les Jeux pour susciter une relance du processus de discussion entre Pyongyang et Washington, à l'arrêt depuis l'échec du sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019. L'annonce du renoncement de Pyongyang fait référence à une réunion du Comité national olympique nord-coréen le 25 mars. La tenue de cette réunion du Comité olympique avait été rapportée par l'agence officielle de presse nord-coréenne sans mentionner la décision concernant les Jeux olympiques. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent un rappel des titres. Les questions environnementales constituent toujours une préoccupation pour plusieurs États, notamment celui du Gabon, et ce malgré la Covid-19. C'est fort de cela que l'exécutif Ali Bongo Ondimba a pris part à une rencontre de haut niveau centrée sur le climat.
Au Niger, il n'était pas encore élu, mais lançait déjà des défis. Mohamed Bazoum a annoncé un programme de 13 800 milliards de francs CFA pour la relance économique du pays. Et puis la Corée du Nord ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'annonce a été faite mardi par Pyongyang qui met un terme aux espoirs de Séoul d'utiliser les JO pour susciter une relance du processus de discussion entre Pyongyang et Washington. Le clin d'œil de ce soir a parlé de crypto-monnaie, une monnaie numérique qui serait en train de gagner peu à peu du terrain. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation intègre 5 projets. L'ouverture des centres de formation professionnelle pour garantir l'adéquation entre l'offre de compétences locales et les besoins des employeurs en main-d'œuvre sur le marché du travail. Le programme de facilitation de l'accès